Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette formation fiscalité et banking de la formation Fanbase Accelerator. Donc ici nous allons toucher tous les sujets juridiques, comptables, fiscaux et également du banking. Nous allons également toucher de la comptabilité. Je vais vous parler de contrats, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, des risques. Voilà, donc c'est vraiment ce qui va vous permettre d'agir dans la légalité dans cette industrie. Donc avant de commencer, j'aimerais faire un disclaimer. Donc les informations et les documents que je propose ici sont fournis à titre informatif et éducatif uniquement. Donc c'est le résultat de mon expérience professionnelle en stratégie, en entrepreneuriat et en droit des affaires puisque je suis avocat de formation. Et donc ce ne sont pas des conseils juridiques, ni fiscaux, ni comptables au sens strict. Et donc si vous avez besoin d'un avis spécifique d'un professionnel, il faudra vous tourner vers une personne habilitée, à savoir un avocat ou un conseiller fiscal spécialisé dans votre problématique ou éventuellement un expert comptable. Donc les informations et les modèles de contrats qui sont mis à disposition sont donc sous votre seule responsabilité et donc en aucun cas je ne serai tenu responsable pour toute conséquence résultat de leur utilisation ou de la confiance qui leur serait accordée. Donc si vous utilisez un modèle de contrat et qu'ensuite vous avez des problèmes parce qu'il manque certaines clauses, vous serez seul tenu responsable. Donc bien évidemment, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé en stratégie juridique et business, vous pouvez me contacter donc directement dans le cadre de mes activités de conseil. Vous aurez en bio toutes les informations pour venir à moi. Donc dans ce premier chapitre, donc les bases pour rester clean, je vais vous faire une brève présentation donc de moi, Olivier, expert en droit et en stratégie OnlyFans. Ensuite, je vais vous donner, on va dire, une table des matières de ce que cette formation va vous apporter. Je vais continuer donc avec les bases pour ne jamais avoir donc de problème et donc être 100% légal dans ses activités. Et je vais présenter rapidement l'écosystème OnlyFans pour savoir qui fait quoi et qui doit s'immatriculer parce que très souvent que ce soit les modèles ou les managers oublient que l'immatriculation est une obligation. Donc, présentation, donc ma présentation. Donc, je suis ancien avocat en droit des affaires. Donc, j'ai fait de la structuration de fonds d'investissement au Luxembourg et à Paris. Aujourd'hui, je suis consultant en droit et en stratégie, et notamment donc dans le secteur d'OnlyFans parce que j'ai constaté qu'il y avait une forte demande et malheureusement trop d'amateurs qui se lancent dans des activités qui en soi ne sont pas illicites, mais le fait de- d'entrer dans un business sans créer de structure juridique, c'est problématique. Donc j'accompagne des créatrices et des agences dont des top 0,1%. Donc c'est le fameux ranking sur OnlyFans pour voir où est-ce que les modèles se positionnent. Donc je les accompagne évidemment sur le plan juridique, mais également sur la stratégie globale. Donc voilà, de par mon expérience en tant qu'avocat, j'ai été vraiment au plus proche du business, de la fiscalité, des sociétés. J'avais des clients au Royaume-Uni, aux États-Unis et bien évidemment en Europe. Donc j'accompagne donc les créatrices et les agences autant sur la rédaction de contrats, sur les clauses importantes, sur les aspects au niveau de la TVA, parce que très souvent les managers sont un petit peu perdus pour savoir s'ils peuvent récupérer la TVA ou non. Je vous explique également comment fonctionnent les payouts et les différentes solutions qui se proposent à vous. Bien évidemment, ça m'arrive de négocier dans le cadre de recouvrement de fonds, par exemple, une modèle qui ne veut pas payer une agence et inversement, une agence qui ne veut pas payer une modèle. Voilà.
Donc très rapidement pour savoir qui je suis, donc comme je vous l'ai dit, je suis ancien avocat d'affaires, donc j'ai fini HEC Paris, une école de commerce, et c'est probablement à ce moment-là que j'ai découvert ma fibre entrepreneuriale. Voilà, quelques photos au début de ma carrière. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire ce que cette formation va vous apporter. Donc bien évidemment, notre objectif et le mien est que vous agissiez de façon 100% clean. J'ai essayé de vous simplifier au maximum et vous donner des solutions qui sont pratiques. Donc soyez très attentifs. Je sais que par moment ça peut paraître complexe, mais c'est le minimum que tout entrepreneur doit maîtriser s'il se lance dans n'importe quelle activité, et en l'occurrence ici dans une activité qui est également du business et un petit peu sensible. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes avec l'administration fiscale, vaut mieux prouver que ce que vous faites est 100% légal. Donc, dans cette formation, je vais vous expliquer comment s'immatriculer correctement. Donc, je vais vous présenter les différences entre la micro-entreprise, entre la société, ce que vous devez choisir en fonction de votre situation. Et bien évidemment, je vais vous parler donc des pièges à éviter. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'absence de déclaration de son activité, l'utilisation de ses comptes personnels ou par exemple des fausses prestations ou factures. Je vais également vous parler de la façon dont on encaisse correctement, donc comment se passe le payout sur le compte pro et comment garder bien évidemment toutes les pièces comptables et les preuves de paiement. Dans le cadre de la comptabilité, je vais vous expliquer comment facturer correctement et également comment comprendre la TVA sur les plateformes. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais regardez bien dans la formation en ce qui concerne la TVA parce que vous pouvez faire beaucoup d'économies. Bien évidemment, je vais en tant qu'avocat vous parler des différents contrats qui sont essentiels, donc que ce soit le contrat de management entre la modèle et votre agence, les contrats avec les prestataires de services, que ce soit les chatteurs, les VA. Vous pouvez également avoir un contrat d'apporteur d'affaires si par exemple vous vendez des contrats de modèles. Et donc je vous expliquerai les différentes clauses clés d'un contrat et bon, comment procéder à une signature électronique. Mais je suppose que nombreux savent déjà utiliser ces outils. Et enfin, il y aura une option internationale sur les LLC américaines et Dubaï. Il y aura également des experts à ce sujet pour vous parler comment ça fonctionne. Alors, dans cette troisième vidéo donc, de ce chapitre, nous allons voir comment rester 100% légal et donc la base pour ne jamais avoir de problème. Donc, comment agir dans la légalité? Il y a un principe de base, c'est qu'il faut toujours, et je le répète, toujours déclarer ses revenus et payer ses impôts. Je sais qu'il y a des petits malins, ils se disent tiens, je vais passer entre les mailles du filet. Ok, parfois ça marche, mais très souvent, en cas de contrôle, c'est là que les entrepreneurs regrettent d'avoir omis de déclarer certains revenus et l'amende, quand elle tombe, elle est bien salée. Donc, généralement, tout ce qui a été gagné, eh ben, ça repart à zéro. Donc, le deuxième principe, c'est de créer une structure légale avant de commencer son activité. Donc vous avez en principe 30 jours maximum après le début de votre activité pour un auto-entrepreneur. Et donc quand je dis une structure légale, c'est si vous êtes français, ben, vous utilisez des solutions françaises. N'allez pas chercher des solutions exotiques, des LLC, etc. Ça, de toute façon, nous allons le voir plus tard. Voilà. Et c'est ce qui nous permet bien évidemment donc d'éviter les problèmes et les contrôles fiscaux parce que très souvent les contrôles fiscaux apparaissent au moment où il y a une anomalie par exemple dans des paiements ou dans la gestion de son auto-entreprise ou par exemple il y aura une anomalie sur le montant des revenus, par exemple si on dépasse les plafonds et qu'on ne change pas de structure, etc.
Donc le conseil que je peux vous donner si vous voulez vraiment agir dans la légalité, c'est de suivre cette formation. C'est probablement le module le plus important. C'est peut-être pas celui qui va vous apporter le plus d'argent, mais en tout cas c'est celui qui va vous en faire économiser le jour où vous aurez un contrôle ou si vous avez des problèmes. Donc voilà, si vous avez bien évidemment besoin d'une solution personnalisée et adaptée, vous pouvez toujours me contacter directement. Donc, comment rester 100% légal? Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est donc de s'entourer et de s'informer. Donc, vous avez cette formation qui, à mon sens, est très complète et suffisante pour démarrer. Et donc, il ne faut pas négliger tous les aspects légaux. Donc, vous pouvez avoir bien évidemment un accompagnement professionnel, que ce soit sur le plan juridique, fiscal, mais vous pouvez également vous tourner vers un comptable qui très souvent vous donnera aussi les recommandations à appliquer dans le cadre de votre activité. Donc moi-même, j'ai souvent recours à des experts parce que même si je suis avocat, je ne maîtrise pas tout le droit. Et donc, dans certains cas, j'ai également des avocats qui travaillent avec moi, tout simplement parce qu'ils ont des meilleures compétences dans un domaine spécifique. Je travaille avec plusieurs experts comptables, avec des fiscalistes, c'est totalement normal. Donc, à nouveau, l'idée, c'est pas de faire de vous des experts en droit et en comptabilité, mais c'est vraiment de comprendre les grandes lignes. Et lorsque vous allez discuter avec un professionnel du droit ou avec un comptable, eh ben, vous parlez le même langage. Parce que si demain vous allez voir un avocat et qui vous demande est-ce que vous avez un contrat et que vous dites non, je n'ai pas de contrat, ou par exemple vous avez un contrat sur une page avec deux signatures mais qui n'est pas valide, où il n'y a rien dedans, eh ben, ça va être compliqué. Et puis généralement, ça va vous coûter beaucoup plus cher parce que l'avocat va prendre son temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et pareil pour le comptable. Donc voilà, il y a deux solutions. La première, c'est de faire les démarches de déclaration soi-même. Dans la majorité des cas, c'est pas compliqué, hein. Je vais vous donner toutes les solutions, comment le faire, en tout cas pour débuter. Si ensuite vous avez lancé votre activité, ça marche bien, ben vous pouvez toujours vous faire accompagner, tout simplement pour gagner du temps, mais surtout pour avoir une solution qui est beaucoup plus adaptée à votre cas. Et donc, je vous incite à travailler avec des juristes, des avocats et des experts comptables pour savoir ce qui se passe et comment s'adapter, parce qu'il ne faut pas oublier que le droit évolue, il y a des nouvelles lois et il faut toujours savoir, voilà, quasiment, enfin, au quotidien, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Donc, quand vous travaillez avec des spécialistes, c'est leur rôle aussi de vous informer en cas de changement. Et donc, il y a énormément de ressources officielles disponibles. Par exemple, je vous ai mis le site de la BPI France. Donc, BPI, c'est la Banque publique d'investissement, donc qui accompagne les entreprises. Ne vous attachez pas uniquement au nom donc de banque et d'investissement. C'est simplement pour vous dire qu'en fait, sur leur site, vous allez trouver énormément donc de ressources. Comment créer une entreprise, comment se financer, etc. Donc vous devez traiter ce site comme une source d'information. Après, il y a également des ressources disponibles sur economy.gouv.fr. Donc ici, vous aurez à nouveau, regardez par exemple ici, comment gérer sa fiscalité et ses impôts, comment gérer sa micro-entreprise, comment créer une entreprise, développer, etc. Donc moi, je vais vous donner dans cette formation les bases pour comprendre la logique. Si vous avez besoin d'informations plus spécifiques, vous pouvez toujours aller consulter sur leur site. Et si vous ne comprenez rien au droit, vous pouvez vous tourner vers moi ou vers d'autres personnes qui seront en mesure de répondre à vos questions. Et un autre site également qui est très bien fait, c'est entreprendre.service-public.fr. Donc pareil, ici vous avez, c'est assez intuitif, vous cliquez, je crée ou je reprends ou je transmets, etc. Vous voyez, vous avez des fiches pratiques sur la comptabilité, la facturation, la fiscalité, les ressources humaines. Donc vraiment, vous avez tout qui est en ligne, qui est disponible. Et, euh, et voilà, il y a pas de piège. Vous allez chercher ce que vous avez besoin.
Nous allons voir dans cette dernière vidéo du premier chapitre l'écosystème OF décodé, qui doit s'immatriculer et pourquoi. On a différents acteurs, différents intervenants dans cet écosystème d'OnlyFans. C'est la modèle, le manager ou l'agence, le ou les chatteurs, les VA et tout autre prestataire de marketing. Donc, il y a un principe, c'est que tous ces intervenants doivent être des entreprises, donc que ce soit une micro-entreprise ou une société française ou étrangère. On doit avoir des entités, des personnes morales qui sont immatriculées et qui ont l'obligation de facturer les prestations. On va commencer par la créatrice, donc la modèle. C'est celle qui va créer le contenu pour les réseaux sociaux et OnlyFans. Donc là, je ne vous apprends rien de nouveau. La plateforme OnlyFans ou toute autre plateforme, que ce soit Min ou Fansly, qui héberge le contenu de la modèle, qui encaisse les revenus et qui verse les payouts à la créatrice. Ce n'est pas la modèle qui encaisse l'argent des fans, c'est la plateforme. Donc, ensuite, nous avons le manager ou l'agence, si vous êtes plusieurs ou si vous structurez ça en tant qu'agence. Donc, c'est principalement la personne ou l'équipe qui gère la stratégie de marketing sur les réseaux sociaux et ou de vente sur la plateforme OnlyFans. Donc, on a des agences qui s'occupent uniquement du chatting, on a des agences qui vont faire purement du marketing et qui ne sont pas forcément liées à OnlyFans. Et nous avons des agences qu'on va appeler 360 qui vont gérer tout ce qui entoure la stratégie donc de marketing et de vente. Et nous avons également les équipes du manager et de l'agence, c'est soit des prestataires ou des gens qui travaillent au sein de l'agence, soit ce sont des prestataires externes et que très souvent on peut avoir une agence de chatting ou des chatteurs individuels, des VA pour le marketing et la vente. Et je le rappelle, tout le monde doit être immatriculé, tout le monde doit agir soit sous forme de micro-entreprise, auto-entreprise ou de société. Et il faut comprendre que les liens entre chacune de ces personnes, ça représente un contrat. Et bien évidemment, le contrat, et on y reviendra plus tard dans la formation, le contrat n'a pas besoin d'être écrit, mais même s'il n'est pas écrit, il existe un contrat, donc une relation contractuelle entre les personnes. Et généralement, c'est bien de définir qui fait quoi, pour combien on paye, et les obligations qui incombent à chacun. Donc, qui dit contrat et professionnel avec des sociétés, on émet une facture pour pouvoir être payé. Le paiement se réalise sur un compte professionnel et non un compte personnel comme parfois j'ai pu le voir. Donc, le premier lien entre la créatrice et la plateforme, par exemple OnlyFans, le compte normalement doit être au nom de la créatrice et on a différentes formes de payout, que ce soit les virements SEPA ou l'utilisation de Paxum, Skrill et Cosmo. On y reviendra. Je sais très bien qu'il y a différents montages, certaines agences ou managers préfèrent mettre leur propre compte. J'expliquerai les risques associés. Je comprends pourquoi certains managers le font, mais dans la logique et dans la construction du modèle du business OnlyFans, le compte bancaire ou enfin les différents comptes doivent appartenir à la modèle parce que le compte sur OnlyFans est une propriété de la créatrice de contenu. C'est elle qui fait la vérification, c'est elle qui donne sa pièce d'identité et le compte normalement lui appartient. Ensuite, le lien entre la modèle et le manager ou l'agence. Donc, il y a un contrat de management et à nouveau, ce sont le manager qui réalise une prestation de service pour la créatrice, que ce soit le marketing ou le chatting, et qui doit émettre une facture et cette facture doit être payée par la modèle. Ensuite, nous avons le lien entre le manager, l'agence et par exemple les chatteurs, les VA et les tout autres prestataires. Ça fonctionne de la même façon. On a un ou plusieurs contrats avec des factures qui sont émises. Et je le rappelle, et je le rappellerai à de nombreuses reprises, il faut s'immatriculer obligatoirement. Donc il n'y a pas d'exception. Si vous travaillez avec quelqu'un et qu'il n'est pas immatriculé, ce n'est pas un professionnel, la relation peut être requalifiée en contrat de travail, ça peut être caractérisé comme du travail dissimulé, etc. Et on risque d'avoir un grand nombre de problèmes, d'autant plus que les paiements ne se font pas généralement sur des comptes professionnels. Et pour finir, j'aimerais vous inciter à éviter des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Donc, le premier, c'est les paiements sans facture.
Pourquoi? Tout simplement parce que vous travaillez avec des personnes qui ne se sont pas immatriculées, qui n'ont pas de société, qui n'ont pas de micro-entreprise. Et si vous êtes amené à payer avec des fonds professionnels ces personnes sans facture, cette dépense ne sera pas déductible. Donc normalement, votre comptable devrait refuser parce que la personne n'est pas en mesure de vous émettre une. Et également des risques de redressement parce que l'administration fiscale, si elle vous contrôle, elle vous demandera pourquoi vous avez fait un virement et vous n'avez pas de document comptable pour justifier cette dépense. Si vous avez par exemple des prestataires aussi non déclarés et qui sont dans des juridictions offshore ou à risque, par exemple, vous avez des partenaires à Dubaï, au Panama ou autres. Généralement, les comptes bancaires sont sur la liste grise de l'OCDE et ça amène à des amendes, à des blocages de comptes, etc. Et vous pouvez même avoir Tracfin qui s'intéresse à des virements s'ils sont supérieurs à 10 000 euros et qui sont suspects, que vous n'avez aucun document pour justifier ces transactions. Donc, voilà. Également, un risque, c'est de mettre le RIB du manager sur le compte OnlyFans. Certains le font, alors en prenant le risque d'utiliser leur propre compte bancaire, et je sais la raison pour laquelle ils le font, c'est tout simplement pour se protéger, mais il faut faire attention parce que il y a un risque de requalification en salariat, et ce n'est plus vous qui travaillez pour la modèle, c'est la modèle qui travaille pour vous, et ça change considérablement. Donc si une modèle s'entoure de bons conseillers juridiques, la première chose qu'ils leur diront, c'est on va requalifier ta relation avec l'agence en contrat de travail. Et là, ça implique paiement de congés payés, tout ce qui est déclaration, cotisation sociale, salariale, URSSAF, etc. Avec les intérêts plus les amendes qui vont avec, j'ai envie de vous dire que c'est le jackpot pour détruire votre business. Et je l'ai déjà mentionné, mais mélanger les comptes et les fonds perso et pro, donc ça également, c'est ce qui pousse à des contrôles. Et je sais que récemment, il y a de plus en plus de transactions en crypto. Dans cette vidéo, j'ai voulu apporter une clarification donc, sur le cas spécifique de la modèle sur OnlyFans. Donc, je sais que j'ai répété à de nombreuses reprises que tout intervenant dans l'écosystème donc, de OnlyFans devait être déclaré et travailler en société. Donc en fait, pour être beaucoup plus précis, parce que j'ai eu certains retours et j'ai voulu clarifier ce point, il est tout à fait possible de démarrer sur OnlyFans sans société, sans structure, mais il faudra toujours déclarer ses revenus. Donc, lorsqu'on ouvre un compte sur OnlyFans ou Mime, il ne faut pas nécessairement créer de société. On peut encaisser en perso au début. Moi, je le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'obligation est toujours là. Il faut toujours déclarer 100% de ses revenus dès le premier euro gagné et quel que soit le statut. Donc, si c'est occasionnel, ok, pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous immatriculer. C'était juste pour faire un test. Si c'est des revenus irréguliers, je vais prendre l'exemple. Si vous dites, tiens, je me lance, je regarde ce qui se passe, ah tiens, ça ne m'intéresse pas, vous fermez, pas besoin de vous immatriculer, vous déclarez la somme qui avait été encaissée sur OnlyFans lors de votre déclaration de revenus. Après, ceux qui ne le font pas, c'est à leur risque, il n'y a pas de problème. S'ils veulent prendre effectivement ce risque de ne pas payer leurs impôts. Par contre, si vous encaissez tous les mois, que ça devient une activité régulière, à ce moment-là, vous avez l'obligation de vous immatriculer parce qu'on ne considère plus que c'est ponctuel, on ne considère plus que c'est occasionnel, mais on considère que c'est récurrent et ça vous permet, comme je vous l'ai dit, de rendre la suite plus simple, plus propre, avec des factures, des contrats. Et si vous travaillez avec une agence, eh ben, vous pouvez récupérer cette TVA. Donc, il faut toujours garder les preuves donc d'encaissement, les payouts, les relevés, email, etc. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je recommande d'avoir un compte professionnel dédié uniquement pour cette activité. Donc pour résumer, vous pouvez démarrer pour tester, mais si vous vous lancez dans une activité récurrente, à ce moment-là, il faut s'immatriculer. Donc je sais que certains modèles ne s'immatriculent pas, je sais que certains modèles dans certains pays euh, prennent le risque, ils encaissent sur leurs revenus, sur leur compte perso. Ok, bon, chacun fait comme il veut. Moi, je me dois de vous dire ce qu'il s'agit de faire pour rester en conformité avec le droit. Donc en France, il y a deux cas simples pour la créatrice. Donc
soit elle ne s'immatricule pas, soit elle s'immatricule. Donc, si elle ne s'immatricule pas pour un démarrage, c'est ponctuel, et ben en fait, elle va déclarer ses revenus dans sa déclaration annuelle, donc comme des revenus complémentaires. Donc, tous les ans, quand vous recevez votre avis d'imposition en juin, ben, vous devez rajouter d'autres revenus ou voilà, enfin, c'est des revenus fonciers, etc. Généralement, c'est des revenus annexes qu'il faut rajouter. Pas de formalité, pas de facture à émettre à la plateforme OnlyFans, vous conservez uniquement les justificatifs. Par contre, si l'activité devient régulière, bah, à ce moment-là, il faut passer en prod. Donc ça, je me répète, mais c'est important. Donc, lorsque vous vous immatriculez, eh ben, en fait, il faut choisir donc, votre statut pro. Donc, le plus souvent, c'est la micro-entreprise si vous voulez vraiment tester et voir. Mais moi, je vous recommande ensuite d'aller en société ou en tout cas d'être sous le régime de la TVA, donc assujetti à la TVA. Euh, bon, ici, je vois qu'il y a marqué tu factures la plateforme pour chaque virement. En fait, non, c'est une erreur. Ça ne devrait pas, enfin, ce n'est pas au sens de facturation. Vous facturez votre prestataire. Euh, tout ce qui est TVA, déclaration, ça, on le voit plus tard dans la formation. Et maintenant, je vais prendre un autre cas, c'est le cas des États-Unis et des autres pays. Donc, c'est le même principe. Il faut vérifier les règles locales. Donc je sais que certaines agences travaillent avec des modèles, par exemple d'Argentine, de Colombie ou autres. Bah, sachez que vous êtes aussi, enfin, chacun est responsable de son imposition, donc le modèle ne veut pas payer, c'est son risque. Par contre, vous ne pouvez pas mettre de fausses informations sur la facture et il faudra quand même prélever la TVA dans certains cas. Donc si vous êtes aux États-Unis, si la modèle est résidente aux États-Unis, c'est possible de se lancer sans LLC. Ça s'appelle le sole proprietor et donc les revenus ils sont quand même imposés. Euh, sur la plateforme web, vous avez ben, les formulaires W9, etc. Et donc tout ça, il faut faire également ces déclarations de revenus. Pareil, les mêmes principes, vous gardez les justificatifs, les payouts, les relevés. Si on est dans un cas hors des États-Unis, parce que les États-Unis c'est spécifique, et hors de France, pareil, toujours déclarer ses revenus et l'immatriculation est recommandée si l'activité est régulière. Donc je ne connais pas le droit de chaque pays, par contre je sais que dans chaque pays les revenus sont imposés, donc c'est toujours important de vérifier localement le statut et les seuils de TVA, etc. Donc si vous avez un doute, vous pouvez toujours consulter bah, les ressources disponibles ou contacter directement l'administration fiscale du pays pour savoir comment payer vos impôts. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite.